Ici Paris, capitale du Congo libre. Madame, monsieur, peuple congolais civilisé, bonjour. Sassou doit savoir ce qu'il veut. Un coup, il dit avoir candidaté au concours d'entrée au lycée Savondon de Brazza sur recommandation ou conseil de son ange gardien Splinder. Et de l'autre, que le même Splinder Maurice l'aurait orienté depuis Mbunda à se présenter au concours de l'armée. Sassou Denis veut nous faire gober quoi exactement? Écoutons Pinocchio. Pardon, Sassou pour la suite. Nos sociétés anciennes, nos sociétés traditionnelles, chez nous, il n'y avait pas la prison. Ça n'existait pas. Il n'y avait pas la prison. Vous voyez, nos sociétés ont fonctionné. Et sans la prison. Et était basé simplement sur l'éducation et le respect des règles. Le respect des règles. Et chacun respectait les règles. Respecter les règles. Et quiconque ne les respectait pas redoutait le mauvais sort. C'était pas la prison, mais le mauvais sort. Il rencontre, comme par hasard, il rencontrait le mauvais sort. Il était puni. Et il était dit que, ben, oui, celui-là, oui, il n'a pas voulu respecter les règles. Il n'y avait pas de prison. Nos sociétés ont fonctionné sans prison. Mais le respect rigoureux des règles. Aujourd'hui, on parle de corruption, on parle de vol, et on parle violence, bon. Nous avons grandi dans des villages où on ne connaissait pas la clé. On ne fermait pas à clé quelque chose. Ah oui, aucune porte n'était fermée à clé. Aucune porte n'était fermée à clé. D'accord. C'était notre éducation. Aucune porte. Personne ne pouvait penser qu'on pouvait voler. Quelqu'un voyageait, il tirait sa porte, il mettait un bois en travers à l'extérieur, c'était fermé. Et puis, il pouvait voyager et revenir. Il ouvrait sa maison et n'avait aucune... Il n'y avait pas de clé. C'est l'éducation. De génération en génération. C'était ça l'éducation. Il était interdit de toucher à ce qui appartenait à autrui. Ce qui appartient à autrui, il ne faut pas toucher. Raconte Sassou Denis à un de ses copains capitalistes blancs. Et aujourd'hui que tu es à la tête de ton pays, camarade, quoique tu y sois arrivé de manière acrobatique, pour ne pas dire frauduleuse, les biens de l'État, on a le droit de les dilapider sans gêne ni crainte comme vous le faites? Toi, tes enfants et ceux de ton clan? Mathurin, tu as tout d'un être incohérent finalement. Chiche. Qu'en dit le général Jacques-Joachim Yombi Opango, qui a côtoyé longtemps son faux frère, qui pour une place au soleil l'a jeté en prison 11 ans durant, après l'avoir accusé de tout et de rien, par le biais des services de renseignement et des propagandistes du PCT injectés à la radiodiffusion télévision congolaise. Aujourd'hui, force est de constater que le vol qui était dans notre société un phénomène de honte pour la famille et de bannissement au sein de la tribu devient une source naturelle d'enrichissement. La corruption est entrée dans les mœurs et ne choque plus personne. Elle devient un système dans le système. L'assiduité et la rigueur au travail ne font plus partie de nos revendications. La mendicité gagne du terrain et frappe à la porte de chacune de nos habitations. Elle devient un fléau social.
bon, vous racontez un peu votre adolescence, et c'est très intéressant, on en a parlé hier un tout petit peu, quand vous racontez que pieds nus et en short, vous alliez faire vos 100 km entre Edou, mon village, et Ouando. Ouando, aujourd'hui, Fort-Roussé à l'époque, sous la colonisation. Voilà. Oui. Et en fait, est-ce que ce goût de l'effort, c'était naturel? C'est-à-dire, tous les garçons de votre âge de l'époque, eh ben, c'était pas un problème de dire, allez, on va faire tant de kilomètres à pied, c'est comme ça, c'est normal, c'est la vie. Bon, c'est malheureux à dire, mais c'est pas tout le monde qui avait fait ce choix. Bon, nous sommes entrés à l'école en octobre 49. On était une vingtaine de tous les âges. Oui. Au CP1, mais de tous les âges. Mais vous aviez 6 ans, enfin à peu près. 6-7 ans. Peut-être. Ouais. Bon, je dis souvent 7. Et parce que 4 ans après, j'en avais peut-être 11. Le monteur, il embrouille toujours et il s'embrouille lui-même. Il parle de 1949 pour ce qui est de ses premiers pas à l'école. Bon, étant donné qu'il a toujours prétendu avoir vu le jour en 1943, il avait donc 6 ans en 1949. Pourquoi le Gugus préfère-t-il dire là avoir 7 ans? Nganga Dibati Honda, à le suivre. Sassou serait né en 1942 probablement, ce qui lui fait 84 ans cette année. À moins que là aussi, il nous embrouille encore et encore. Mais tous ne sont pas partis. Au moment de faire les 100 km, oui. Tous n'avaient pas la volonté de le faire. Tous n'avaient pas la volonté de le faire. Et nous sommes partis, on était une demi-douzaine seulement. Ah d'accord. Les autres sont restés. Et ils sont au village. Et quand je vais dans mon village, ils sont paysans au village. Des paysans de mon âge. Ils étaient d'ailleurs plus âgés que moi. Je crois qu'ils ont ils ont peut-être 84, 85 ans. Je les retrouve au village. Posture et parole pas trop à son honneur. À croire que le pouvoir et le cynisme le rendent de plus en plus inaccessible au point de se faire dessus, de narguer la terre entière. En fait, ce type n'a aucun respect. Il est très méprisant. Et à 6-7 ans, vous disiez, si je ne m'instruis pas, ça va pas. Il y a quelque chose qui... Quelle était la volonté? C'était de s'instruire sûrement. S'instruire sûrement, ils n'étaient pas seuls, nous étions 6 ou 7 à partir. Les autres sont restés et ils n'ont pas été punis par les parents pour ça. Ils sont restés et nous sommes partis. Voilà. Et après, bon, vous racontez tout cela très bien, puis comment vous... Enfin, le lycée, les professeurs que vous avez eus, les éducateurs que vous avez eus, et puis l'armée. Puis l'armée. L'armée. Accidentellement. Accidentellement, absolument. Ah oui, tout à fait. Vous ne vouliez pas devenir militaire. Mais je ne pensais pas à ça. Je pensais à tout sauf à l'armée. Mais c'est mon professeur. Il ne comprenait pas que j'arrête d'étudier pour aller enseigner. J'étais d'abord trop jeune, et puis il pensait que je pouvais réussir autre chose. Maurice Pendler de Haute-Savoie. Oui, vous en parlez. Et c'est lui qui vous a orienté en disant... Complètement. Ah, c'est lui qui vous a dit, mais enseigner, qu'est-ce que tu vas enseigner? Tu vas. Il y a un concours, il a lu dans les journaux. C'est lui qui a lu l'appel dans les journaux. Et il dit, mais il y a un concours ici. Hein? Il y a un concours ici qui va vous donner la possibilité de continuer d'étudier. Je dis, c'est quel concours? Vous allez devenir officier. Ah bon? Il y a un concours. Oui, passe ce concours. Et non seulement tu vas continuer d'étudier, au lieu d'aller enseigner, mais tu deviendras officier pour l'armée de ton pays. Ah bon. Machinalement, j'ai passé le concours.
Je suis son conseil, je ne savais pas ce que c'était l'armée de l'école. Un prétendu major de sa promotion qui ne savait pas à son âge, certificat d'instituteur en poche paraît-il, ce qu'était un concours à l'armée. Entre lui et son fameux Maurice Spinner, il y en a un qui ne devait pas être net. Hein? Oui, 61, donc, puis vous rentrez militaire, parachute, officier parachutiste, etc. Toutes ces années. Oui, toute l'aventure. Toute l'aventure absolument qui commence. Jusqu'au grade de général aujourd'hui. Un général en carton, oui, qui a pour seul fait d'armes le bombardement des populations civiles sans armes dans la région du Poul, qu'il déteste, on ne sait pas trop pourquoi. Il faudra que tu nous le dises un jour. Mathurin, faux mec. Dites-moi, s'il vous plaît, à l'époque, années 60, 61, 62, lorsqu'on avait satisfait au concours de l'armée, on devenait tout juste sous-officier de réserve. Bizarre. Vous avez fait partie de cette génération qui était la génération des révolutionnaires. On se rappelle, Bandung, le tiers-monde, les engagés Amérique du Sud, Afrique, Asie, tout ça. Et vous avez été complètement là-dedans. C'est quoi? C'était le souci d'égalité, de justice. Qu'est-ce qui vous a séduit dans ces idées révolutionnaires de l'époque? Je parle des années 60. La libération tout court. La libération. Oui, tout court. Eh bien, jusqu'aujourd'hui, les peuples aspirent à la libération. Les peuples veulent vivre libres, en coopération avec d'autres, des échanges, avantages réciproques. C'est pas plus que ça. Libération nationale. Tous les peuples aujourd'hui aspirent à cela. C'est pas fini. Vous dites la libération, mais la libération au niveau... À l'époque, je me remets dans le Denis Sassou Nguesso de l'époque, c'était la libération pour son peuple, c'est-à-dire le Congo, c'était la libération plus générale, c'était plus mondiale, internationale, puisque c'était l'international. La libération pour tous les peuples. C'est ça. Dans les nôtres. Dans les nôtres, bien sûr. Quand je pense que ce type fait subir aujourd'hui au peuple congolais le contraire de ce qu'il raconte d'ego, il a fait main basse sur tout pratiquement par la force des armes. Et il vient là, fioto, fioto, fioto. N'importe quoi. Vous parlez ça se passe exactement en juin 90, vous êtes président déjà de la République du Congo, et Mitterrand fait un discours. Et c'était effectivement au moment de l'effondrement de l'URSS, puisque mur de Berlin et compagnie. Exact. Et Mitterrand dit ceci, je cite, « La France liera tout son effort de contribution aux efforts qui seront accomplis pour aller vers plus de liberté. Il y aura une aide normale de la France à l'égard des pays africains, mais il est évident que cette aide sera plus tiède envers ceux qui se comporteraient de façon autoritaire. » Et vous dites, quand même, il y va fort de café. Hein. C'est un peu exagéré. Et Hassan II lui répond en parlant de schéma importé, de démocratie claire en main, etc. Or, ce problème est au cœur de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Et ça vous a inspiré quoi, vous-même, Président? Je veux dire, quand vous avez entendu Mitterrand et quand vous avez entendu la réponse, mais surtout vous dites, c'est quoi? C'est encore, on veut nous dire, voilà, c'est comme ça qu'il faut faire, parce que... Oui, mais la réponse était donnée par Hassan II. C'était quand même... il y avait quand même de la frustration, non? De la frustration, c'est ce paternalisme. On était comme des écoliers dans une salle de classe, là. Vous entendez le professeur. Oui, qui donnait des ordres. Écoutez-moi ça. N'est-ce pas ce qu'il impose lourdement, brutalement, agressivement, méchamment aux populations du Congo qu'il dirige de main de fer depuis près de 40 ans? Bon Dieu va. Entre, disons, la montée de l'islamisme ou d'un certain islamisme radical, la résistance entre chrétiens animistes et islamistes, est-ce que, là je parle pas évidemment du Congo, de votre pays, je parle enfin plus continentalement, est-ce que vous pensez que la présence française militaire a encore un sens aujourd'hui? Bon, écoutez, si un gouvernement d'un pays passe des accords avec un autre gouvernement
pour combattre un ennemi commun. Je ne vois pas comment cela pourrait s'arrêter. Ça ne s'arrêtera jamais. Ça a existé depuis la nuit des temps, cela continuera toujours. On est contre le terrorisme, contre le djihadisme, etc. Un gouvernement, quel qu'il soit de Bamako ou d'ailleurs, ou du Congo, etc., contacte un autre gouvernement qui combat le même ennemi. Nous mettons nos moyens en commun pour cela. Je ne vois pas comment cela devrait s'arrêter. Donc il y a une tension, il y a une lutte, il y a des guerres, il faut les assumer. Il faut les assumer, mais c'est seulement dans le cadre de ces nouveaux rapports entre États et entre peuples. C'est ça. Voilà. Mais c'est parce qu'il y a comme un grain de sable, non, dans le mécanisme. Oui, même plusieurs grains de sable, si je peux me permettre. Je ne dis pas cela. C'est parce qu'il y a comme un grain de sable. Et c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais peut-être que les jeunes générations aujourd'hui n'acceptent pas que les forces qui veulent le statu quo du néocolonialisme, du paternalisme, des jeunes, c'est souvent des jeunes, ils ne sont plus d'accord. À votre avis, est-ce que les politiques, je dirais, que vous rencontrez... Vous parlez des Africains? Alors, je parle des Africains et des Français. Est-ce que les politiques africains, alors, je ne veux pas généraliser, mais enfin, est-ce qu'ils ont pris conscience de ce que vous avez pris compte de ce que vous décrivez? Je pense que oui, parce que je ne vois pas comment quelqu'un pourrait être dirigeant dans un pays sans tenir compte de l'opinion dominante dans le pays. Je pense que oui. Laissez-moi rigoler. Oh là 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 là. Depuis quand cet usurpateur de pouvoir accorde de l'intérêt à l'opinion dominante? Si c'était le cas, ça se saurait. On a vu comment il a agi férocement lorsque le peuple, dans sa majorité, a dit ne pas vouloir du changement de la Constitution de 2002 et de son référendum bidon carrément familial en 2015. Un menteur comme ça, Sia. C'est vrai. Et juste une question par rapport à vous, etc. Quand on parlait, vous avez parlé de votre mère et vous parliez justement de ce bien commun et de ce bien collectif. Je voulais savoir, parce que vous en parlez à la fin et c'est très intéressant, quel est vraiment, parmi les chefs d'État, parmi les gens que vous avez rencontrés des années et des années, quels sont les personnages qui vous ont vraiment le plus, je dirais pas impressionné, mais le plus touché, au sens à la fois de l'homme d'État, à la fois de l'homme, de l'humain, etc. Parmi ceux que vous avez rencontrés. Vous voyez, je ne dis pas qui vous critiquez, je dis qui vous avez apprécié. En tout cas, il y a quelqu'un à qui on sent une vraie sympathie, c'est Jacques Chirac. Jacques Chirac, c'est mon frère. Ouais. C'est mon ami. Et, bon, à dire vrai, parlons pas de Charles de Gaulle, parce que c'était déjà... Oui. C'était des analyses géostratégiques, etc. Il n'y avait pas beaucoup de sentiments là-dedans. Hein. C'était de la géostratégie. Ouais. Mais Chirac... c'était le cœur un peu. Chirac, il y avait la vérité, le sentiment. Il était proche de l'Afrique et en réalité. Oui, vous voulez dire que c'était pas déguisé, c'était pas déguisé. C'était pas déguisé. J'ai rendu visite à la rue de Lille. Et c'était... Bon, j'ai regardé les photos à titre personnel. C'était la dernière rencontre avec Jacques Chirac, rue de Lille. Il était très malade déjà. Oui, il était... Voilà. C'était mon frère, mon ami. Ah oui. Je suis allé à ses obsèques
à Paris. Et donc c'était une des personnes à qui vous étiez, oui, le plus proche, enfin, en France. En France, oui, je pense. En France, oui. Oui. Non, les autres, non, en France, oui. Et en fait, aujourd'hui, encore une fois, je regardais, c'est pas vrai, parce que vous étiez aux affaires déjà, je parle avant d'être président, parce que vous étiez ministre de la Défense, de Marianne Bouabi, notamment. Vous avez suivi tout ce problème, justement, tous ces problèmes d'indépendance, vous étiez à base, et puis vous avez eu, bon, ce que vous avez appelé votre traversée du désert pendant quelques années aussi. Mais c'est bien d'avoir la traversée du désert. Ah, hein. Ça m'a fait beaucoup de bien, croyez-moi. Alors, juste un mot, qu'est-ce que ça amène? Qu'est-ce que ça vous a amené? Le fait d'être hors du pouvoir pendant X années, quoi. Franchement. On résiste, avoir suffisamment de recul. Ouais. Je suis resté 2 ans dans mon village, coupé de Brazzaville et du reste du monde. Vous n'avez pas bougé de votre village pendant 2 ans? Non, pendant 2 ans. Ouais. Puis, j'ai quitté mon village. Je suis allé en exil volontaire à Paris près de 2 ans. Et j'ai eu un recul suffisant pour regarder ce que j'ai fait moi-même et pour penser ce qu'on pourrait encore faire. J'ai écrit un livre pendant cette période. C'est 4 ans. Le manguier, le fleuve et la souris. Et la souris. Le livre existe. Dans ce livre, je décline un peu mes réflexions et ce qui pourrait être fait pour le Congo. Et après, je relis ce livre maintenant. Je le relis toujours pour voir, mais est-ce que j'étais fou, est-ce que j'avais perdu le nord? Et alors, pour vérifier, puisque je suis revenu aux affaires. Kansaka, effectivement, au regard de l'état dans lequel se trouve le Congo, après votre retour forcé par coup d'état violent et ensanglanté, avec l'aide de votre fameux ami et frère Jacques Chirac, vous pouvez affirmer, n'hésitez point, que vous avez visiblement perdu le Nord. En effet, comme vous le dites si bien d'ailleurs, vous avez perdu le Nord. Comment arriver à un équilibre entre les rapports d'intérêt et de force qui existeront toujours, malheureusement, et une certaine vertu et transmission, notamment à Edou? Nous, on a gardé un bout de tradition. Ouais. Oui. Et d'initiation. Et d'initiation. C'est gardé. Et dans nos villages là-bas, moi, je suis un initié. Il y a d'autres initiés. Mais c'est très intéressant parce que vous parlez aussi de la franc-maçonnerie, qui est une initiation. Oui. Aussi. C'est très intéressant que vous ayez eu les deux. Enfin, mais je suis bien placé pour comparer les deux. Alors dites-moi, ça m'intéresse. Des valeurs d'humanisme, comme ce n'est pas possible. Et ça se... Dans les deux cas. Ça se compare dans les deux cas? Ça se compare bien. Y compris dans les rituels. Y compris dans les rituels? Y compris dans les rituels. Très intéressant. Y compris dans... Je ne peux pas... Je n'en dis pas plus. Non, mais Mais y compris dans les rituels. Vous voulez dire que c'est... L'humanisme. L'humanisme, y compris dans les rituels. Ce personnage inculte, cynique, barbare, au phrasé approximatif plein de bave, nous parle d'humanisme. Quelle bonne blague! Aïe, aïe, aïe! Un mauvais comme ça. Un gars suspect qui prend du plaisir à faire passer, quoique de façon subliminale, le message selon lequel il serait un grand sorcier. C'est à peine croyable et humain. Aller jusqu'à mettre les rituels maçonniques et les us et coutumes de nos traditions ancestrales au même diapason, il faut le faire. Il a osé le faire. Bref, la causerie entre le journaliste de Radio Sud, le cher Berkoff, et Sassou Denis me laisse songeur. Elle m'intrigue à un point où j'aimerais bien visionner la vidéo qui en a été tirée pour que je sois fixé sur l'état dans lequel se trouvaient ces deux-là. On dirait Melaki Masangaya Makasi, hein? Bazaya Kosoulé. Peuple congolais civilisé, lorsque tu écoutes Sassou, tu penses tout de suite avoir affaire à un acteur de Bollywood. Lorsque la Constitution est violée,
les démocrates ne doivent pas l'accepter. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne et sainte semaine en compagnie du Seigneur, de la Sainte Vierge Marie et de votre ange gardien. À très bientôt. Si le peuple me fait confiance, ils auront un président qui redressera ce pays.